السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل الدكتور الأخضر معقال قراءتنا للتاريخ الجزائري المعاصر في فترة شادلي بن جديد، الرئيس الأسبق شادلي بن جديد، ونحاول أن نفهم معك اليوم، أن نقرأ معك اليوم من زاوية التحليل التاريخي السوسيولوجي، التحليل السياسي ظرف مهم جدا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الجزائر. هذا الظرف هو التأزمات والصراعات وبؤر التوتر والصدامات، سواء كانت يسارية يمينية مع التيار البربري، التيار الليبرالي، المواجهات التي حدثت بين قوى الأمن ومختلف بؤر التوتر والتظاهرات أو المظاهرات أو الاحتجاجات الاجتماعية هنا أو هناك في مختلف مناطق القطب. تزامن ذلك كله مع أزمة اقتصادية خانقة جاءت بعد سقوط سعر النفط بدءا من سنة 86، وأهم من ذلك كله هو ما حدث قبل انفجار أكتوبر 5 أكتوبر 88. دكتور معقال، عمليا ومن الناحية الفكرية والتاريخية كيف تقرأ أحداث أكتوبر؟ كيف تقرأها فكريا بعيدا عن المعلومات التي وردت هنا أو هناك في الصحف وما إلى ذلك، أو حتى بعض الشهادات التي قدمها إما عسكريون أو مدنيون أو ضحايا هذه المأساة التي مست الجزائريين في صدامات عنيفة كانت من أعنف الصدامات التي عرفتها الجزائر المستقلة. Les événements d'octobre 1988 ont surpris et en même temps été attendus. C'est un paradoxe. Ont surpris parce que c'est vrai que l'Algérie, depuis l'avènement de Chadli Ben Jadid et du groupe de militaires qu'il a porté, à savoir ceux qui allaient devenir des grands décideurs des années 80-90, c'est-à-dire Abdel Bakher, Khaled Mizar, Ahmed Ben Ahmed Abdelghani, etc. Ben Cherif aussi. Donc cette période qui s'ouvre est une période qui essaye, donc, comme nous l'avons vu précédemment, de négocier un virage et une déboumédianisation, mais un peu légère, pas virulente, pas violente en tout cas. C'est pas une rupture avec la période boumédienne. Et on avait vu qu'il y a eu un gros problème sur le choix du successeur et que finalement les décideurs ont trouvé d'abord quelqu'un qui appartenait à la famille militaire, c'est un militaire qui va succéder à un militaire. La famille révolutionnaire. Ensuite, Chadli Ben Jadid n'est pas très partisan de cette histoire de la famille révolutionnaire. À ma connaissance, je n'ai jamais entendu revendiquer cette idéologie, cette particularité sociologique, d'autant plus que dès les premiers mois, il va les avoir sur le dos. Surtout quand il fait le geste d'aller se recueillir sur la tombe du soldat inconnu à Paris, ça a été vraiment une grande levée de bouclier. Donc c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas là-dedans. Je ne pense pas qu'il est... Il faut aussi peut-être voir qui, à vrai dire, actionne cette idéologie, cette culture de la famille révolutionnaire. Cette stratification sociale, parce que c'est devenu une caste. Ce sont des politiques, ce ne sont pas des militaires qui actionnent ça. C'est très souvent des gens anciennement militaires démilitarisés et qui ont rejoint plus ou moins le FLN. C'est le FLN qui va faire de l'idéologie, de la particularité de la famille révolutionnaire un fonds de commerce. Un fonds de commerce. Pourquoi? Parce qu'il va le substituer à l'idéologie boumédianiste que Boumediene avait réussi à imposer au FLN. C'est une idéologie développementiste, de progrès, quoi qu'on dise, de révolution, les trois grandes révolutions. Là, nous revenons à la fidélité à la révolution. Mais de quelle révolution il s'agit?
Non pas la révolution agraire, non pas la révolution industrielle, non pas la révolution culturelle, mais la révolution d'émancipation nationale. C'est comme si on faisait un retour 20 ans à l'arrière. Et donc, dans cette situation, il se passe la chose suivante. Ici et là, à travers surtout le nord de l'Afrique, ça va du Maroc jusqu'à l'Égypte, une succession, une cascade de mouvements presque insurrectionnels dans les villes. Ce sont de grandes manifestations, les manifestations de Casablanca, les manifestations du Caire, les manifestations de Tunis, sur les questions donc du niveau de vie, des revendications de vie des populations. Et ça touche l'Algérie. Ça prend l'Algérie puisque Constantine, en 1985, est secoué par une imposante manifestation qui sera suivie un peu plus tard, presque 3 ans après, par des événements donc, de 88. Je crois que dans le passage qu'avait en quelque sorte programmé Boumediene, l'effacement de la culture, de la légitimité révolutionnaire, parce que la dernière période de Boumediene a essentiellement visé ça. Elle visait le glissement d'un réflexe portant vers la légitimité, substituant à l'ancienne légitimité révolutionnaire une légitimité des urnes. On avait dit qu'il avait instauré ce problème donc des élections avec la charte nationale, avec l'élection d'abord, il s'est fait élire. Et il s'est fait élire, voilà. Ben oui. C'est une légitimité populaire, mais en réalité sans la volonté populaire. Sans la volonté populaire, absolument. Mais c'est une légitimité populaire formelle. Et c'est important. C'est important. Et je pense, on l'avait dit, je crois que les gens qui l'ont conseillé à aller dans ce sens sont des gens qui observaient les cataclysmes qui étaient en train de se programmer dans les sociétés européennes et surtout touchant l'Europe de l'Est et le bloc soviétique. Mais s'ils avaient observé tous ces mouvements souterrains qui allaient bousculer l'ensemble des systèmes satellites, oui. C'est-à-dire des systèmes satellitaires de l'ex-Union soviétique, oui, du communisme, oui. de cette idéologie en décadence. Et les dictatures fascistes. Les dictatures fascistes. La Grèce, l'Espagne, le Portugal. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Non, l'expérience espagnole avec la fin du Codeo, c'est-à-dire en 1975, l'arrivée de Juan Carlos à la tête de l'Espagne, a marqué une transition démocratique des plus belles. Absolument. Dans l'expérience européenne de la démocratie. Absolument. La révolution des œufs au Portugal aussi, avec le mouvement des forces armées, c'est-à-dire le MFA, c'était merveilleux. C'était merveilleux et c'est elle qui a apporté, c'est un truc incroyable, elle a apporté une sorte d'aura et de couronne et de presque de légitimité à ce que faisait Boumediene. Ça montre un aspect progressiste de l'armée, d'une armée qui intervient contre une dictature, une ancienne dictature anachronique. Non, mais à la différence, pour juste ouvrir une brèche sur cette question des transitions, sur laquelle j'ai longuement réfléchi et travaillé. Mais dans l'expérience algérienne, il n'y avait pas en réalité de tendance sérieuse vers la libération de la société, vers la démocratisation de la société, contrairement par exemple à l'expérience portugaise. Oui. Dans l'expérience portugaise, il était clair que dans le processus du MFA, du mouvement des forces armées portugais, il y avait un programme, une vision, non seulement de dépassement de l'ancienne dictature et de l'ancienne expérience d'empire colonial, mais d'inscrire le Portugal dans une perspective de démocratisation à travers un socle sérieux, important, qui s'appelle la nouvelle Constitution. C'est exact. La même expérience en Espagne. Oui, tu te souviens, et là je prends de ton temps quelques quelques secondes. Et la constitution de Boumediene dans les années 76. Mais franchement, elle n'avait aucune âme d'ouverture. D'accord, mais on ne peut pas comparer l'expérience de la transition espagnole avec l'arrivée d'un roi qui non seulement il a réhabilité les partis d'opposition interdits, le Parti communiste à leur tête, non seulement il a ouvert la société, non seulement il a installé le pays dans une perspective constitutionnaliste, le passage d'une dictature
tout le monde s'attendait à ce que Juan Carlos de l'époque aille vers une sorte de monarchie absolue. Tradition oblige, retour à la monarchie, donc monarchie absolue. Le Juan Carlos, que je considère l'un des hommes clés des mouvements de démocratisation au XXe siècle. Exact. Juan Carlos, il a fait exactement le contraire de toute la tradition de Codeo, c'est-à-dire de Franco, alors que c'est Franco qui l'a éduqué et qui l'a formé, etc. Par contre, dans le processus, et là je parle sous ton contrôle, je voudrais que tu me corriges si je me trompe, par contre, dans le processus de Boumediene, à travers l'idée d'une charte nationale, donc d'une constitution, d'une certaine élection, même à candidat unique, l'unique idée qui régissait la mentalité politique de l'époque, celle de Boumediene en particulier, c'était justement de vouloir réussir, entre guillemets, une certaine légitimité à travers un changement de l'intérieur du régime. Cela veut dire que la société, l'opposition, les gens qui n'étaient pas d'accord ont été d'emblée exclus du cadre officiel du pouvoir. Absolument. D'abord, la position n'existait pas sous Boumediene. Quand elle n'était pas muselée, elle était à l'extérieur. La seule opposition qu'il a pu plus ou moins absorber, c'est l'opposition qui lui a apporté un soutien critique, c'est-à-dire les communistes. Le Pax des années 71 jusqu'à l'affaire du Sahara occidental. Je crois que là aussi, ça a un peu bousculé. Pourquoi j'ai voulu insister sur le problème du parallèle entre l'affaire portugaise et l'affaire algérienne? Parce que Boumediene, plus ou moins, a dû comprendre la portée de la révolution portugaise. Elle n'est pas partie du Portugal, elle est partie de l'Angola, elle est partie de l'armée coloniale portugaise qui était en Afrique. C'est la même chose que l'expérience espagnole. Et qui refuse, exactement. Mais elle a pris d'autres ampleurs parce que ce sont des officiers qui sont montés au créneau et qui ont été sur les devants de la scène. Antonio de Carvalho apparaissait comme étant un officier non seulement de gauche, de progrès, mais pratiquement guévariste. C'est un communiste, ce type. Il apparaissait comme ça. Donc, ça a apporté une caution à une idée qui va traîner, en tout cas en Algérie, qui va se renforcer. Après, on est obligé toujours de faire quelques marches arrière. Après le festival panafricain de 1969, où un certain nombre de théories. Je recommande aux gens de relire les textes du symposium, et tout particulièrement sur le plan de la portée des évolutions du système, un certain nombre de textes d'idéologues est-allemands, soviétiques et des pays de l'Est, où ils sont arrivés avec une idée qui était de dire: dans des pays africains, l'armée peut avoir un rôle non seulement révolutionnaire, mais éminemment progressiste. C'est un véritable discours presque uniforme. On a l'impression qu'ils se sont concertés. Ça apporte une caution à Boumediene qui se saisit de l'idée en se disant: cette idée d'armée progressiste, ça permet de faire bon cœur contre mauvaise fortune. C'est-à-dire, au lieu d'ouvrir, de faire l'ouverture démocratique, on va faire l'idéologie du progrès. Pour substituer l'idéologie du progrès à l'idéologie de l'ouverture démocratique. C'est-à-dire, c'était la théorie des années 60 en Amérique latine, c'est développement contre démocratisation. Absolument. Mais moi, si tu permets, si je peux te contredire sur la question, peut-être que la seule explication qu'on peut donner à l'échec de ce projet de la charte nationale qui, indépendamment de son contenu, de son soi-disant débat national houleux qui a duré pendant un mois, etc., enfin plus d'un mois. Oui, bien sûr. Et indépendamment de cela, je crois que l'idée maîtresse sur laquelle il faudrait que peut-être qu'on mette l'accent, et justement qu'on va retrouver dans les années 88 après les événements d'octobre et particulièrement après la déposition et la destitution de l'ancien président Chedéan le 11 janvier 1992. Et c'est une idée à laquelle tu avais fait référence la dernière fois, mais il faudrait maintenant l'exploiter sérieusement. Au moment où il y a eu une expérience espagnole extraordinaire en 1975,
Au moment où il y a eu une révolution des œillets au Portugal en 1974 et qui marquait, au moment il y avait un mouvement extraordinaire en Grèce, celui des colonels, qui était un peu plus en avance par rapport à ce qui s'est passé dans cette zone ibérique. Il n'y a pas eu en Algérie une élite militaire tendance démocratie, maîtrise du processus du monde, de l'ouverture sur le monde, par le biais d'un système institutionnel en dehors de cette légitimité historique et en dehors des hommes et des clans et des groupuscules et des groupes d'influence. Voilà, est-ce qu'il y a un échec total sur le contenu des hommes? D'accord. Sur le plan de l'approche, je suis tout à fait d'accord avec cette cohérence. Mais nous sommes partis d'une interrogation qui est la signification en même temps de la préparation, de la réalisation et de la portée des événements d'octobre 88. Voilà. Or, quel est le point saillant d'octobre 88? Quel est le bilan de 88?